Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste aujourd'hui c'est Philippe Val. Merci d'être avec nous Philippe. Et nos deux invités, le marcheur Bruno Bonnell et l'insoumis Hugo Bernalicis. Bonjour messieurs, merci d'être à nos côtés. On reparle de ce couac au sommet de l'État qui semble avoir fracturé la majorité. C'est à la une de l'actualité. Bruno Bonnell, parlons d'abord de vous. Vous nous avez fait assister hier à une scène peu banale en politique. Vous avez littéralement fendu l'armure à l'Assemblée devant les députés, devant les ministres, sur la polémique dont votre groupe est la cible depuis son vote contre l'allongement du congé parental pour le deuil d'un enfant. Un drame que vous avez personnellement vécu. C'est vous qui l'avez révélé hier. Qui peut s'arroger le privilège de l'humanité et traiter d'un coup de tweet de charogne des mères et des pères de famille, des infirmières, des médecins, tous députés engagés dans l'action sociale depuis toujours. Alors, messieurs les censeurs du clavier et du micro, arrêtez l'indécence et la manipulation de l'émotion des foules. Cessez de faire croire qu'il y a 37 cœurs à abattre et qu'ils sont tous d'une majorité cynique et bornée. Réveillez-vous! Réveillons-nous! Nous parlons de la douleur absolue. Perdre un enfant, c'est perdre son avenir, sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter, pas 5, pas 12 jours, toute une vie. Pour être un de ceux qui a vécu cela, s'il vous plaît, un peu de calme. Légiférer sur quelques jours n'est pas le sujet et c'est même incongru. Depuis que vous avez révélé avoir vécu ce drame, certains compatissent, d'autres vous reprochent d'utiliser un drame intime à des fins politiques. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que justement, cette société qui refuse l'intimité sur la place publique comme un moteur à la fois de vie, une pulsion de vie, parce que vous avez passé un extrait, mais je dis derrière qu'après ces drames terribles, et d'ailleurs je profite de l'antenne pour le dire aux parents qui seraient dans ces situations, il y a l'énergie apportée par cette absence. Donc il y a plein d'hommes politiques qui ont vécu des drames terribles et qui les ont cachés pendant des années. Je ne vous parlais pas de feu Jacques Chirac, qui avait une difficulté avec sa fille, et puis plein d'autres. Le mettre sur la table, c'est être humain. Et être humain, ça permet d'avoir justement une distanciation par rapport... On parle de cette erreur. Évidemment qu'il y a une erreur d'appréciation terrible, on pourra en reparler plus tard. On va parler du vote, mais pour revenir à l'essentiel, c'est quand on vit un drame, c'est un morceau de sa vie. Refuser ce morceau de sa vie sous prétexte qu'on est au théâtre de l'Assemblée, mais c'est complètement antinomique, en tout cas avec mes engagements. Je me permets de vous interroger sur votre drame, puisque vous l'avez vous-même révélé. Vous avez perdu votre un petit enfant. garçon qui avait une maladie génétique qui s'appelle très compliquée, la leucodystrophie, qui est peut-être les gens le connaissent sous le nom de ELA, parce que Zidane en a été le parrain pendant longtemps, et qui condamne les enfants avant 7 ans. Donc à 2 ans et demi, vous apprenez que votre fils va mourir de façon claire, 100% des cas, il n'y a pas de remède avant 7 ans. Mais mon drame, c'est mon chemin avec mon épouse. Mais la construction mentale qui en résulte, oui, j'ai été transformé, que j'ai tout à l'heure. On remplit par cette absence, on a une perspective différente. Ce n'est ni une médaille de douleur, ni un honneur. C'est un fait de la vie. Et ce fait de la vie fait partie de mon raisonnement. On vous a vu, Hugo Bernalicis, dans l'hémicycle au moment de la prise de parole de Bruno Bonnell. L'avez-vous seulement entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit et avez-vous été interpellé ? Oui, j'ai été interpellé parce que ça fait la polémique, elle est montée depuis plusieurs jours sur ce texte en question. C'était pas la première question d'ailleurs dans l'hémicycle. Il y en a eu avant notre collègue Bonnell sur le même sujet. Et on avait déjà eu des explications un peu alambiquées. Et je trouve courageux de sa part de mettre sur la table clairement sa vie personnelle. Ma collègue Caroline Fiat l'a fait sur la PMA aussi, voilà, parce qu'elle était concernée par le sujet. Est-ce que ça vous a interpellé ? Oui, ça m'a interpellé parce que ça laisse pas indifférent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça laisse pas indifférent. Moi, je trouve courageux de mettre ça sur la table dans ce contexte-là, au vu de la situation. Après, ça n'enlève rien de mon appréciation politique sur le sujet. Lui comme moi, nous n'étions pas pour le vote en séance à ce moment-là, parce que sans doute, lui comme moi, on se disait que ça allait passer parce qu'il n'y a pas de sujet, quoi. Je veux dire, 12 jours, bon, oui, ça résout pas le sujet, oui, c'est pas ça le centre de la question quand on perd un enfant, mais bon, c'est un petit point d'appui supplémentaire en se disant que pour l'accompagnement, pour la personne, ça sera plus acceptable et plus facile.
Donc, quand je vois le point presse du président de groupe de Bruno Bonnell, Gilles Legendre, juste avant, qui dit « Non, c'est pas une erreur, juste on a mal apprécié le fait que ça pouvait être une polémique », enfin, je me dis, bon, mettez-vous d'accord, faites quelque chose, soyez raisonnable, mais arrêtez de remettre 10 balles dans la machine. On sait bien que vous êtes planté, assumez jusqu'au bout, mettons 12 jours et puis avançons. Philippe Val. L'intervention de Bruno Bonnell à l'Assemblée nationale est très importante, parce que précisément, dans des débats qui sont très idéologiques souvent à l'Assemblée nationale, ça fait rentrer du réel. C'est pas sa vie personnelle. Enfin, à mon sens, c'est au-delà de sa vie personnelle. C'est la force qu'a un homme politique de faire rentrer la réalité aujourd'hui dans la politique. Et je pense que notre démocratie est très malade parce que précisément ce réel est comment dire, négligé. On ne s'autorise pas quand on est à gauche ou à gauche de la gauche ou à droite. On ne s'autorise pas à être d'accord avec son adversaire sur certains points, justement sur la réalité. Alors que il devrait y avoir du consensus. Il n'y a pas assez de consensus. On devrait pouvoir, de partis différents, tomber d'accord quand le réel surgit. Et on ne le fait pas pour des raisons idéologiques. On vient de sortir d'un siècle d'idéologie et de mensonges. Et là, tout d'un coup, on a une révolution culturelle à faire, notamment à l'Assemblée nationale. Apprendre à écouter et à se laisser convaincre peut-être par l'adversaire. Ça ne se fait plus. Chacun est sur des positions tranchées. Et ce que M. Bonnell a dit est très important. Là, ça touche la mort d'un enfant. Donc, forcément, tout le monde, personne ne peut dire « Ah, moi, je m'en fous de ce qu'il vient de dire ». Parce que ça manque de réel, cette Assemblée. Bruno Bonnell, donc vous n'avez pas participé au vote. Vous auriez refusé l'allongement du congé parental? Vous savez, très honnêtement, je ne sais pas ce qui serait passé. J'ai exactement... Vous-même, votre vote? Non, mais avant de répondre à ça, je voudrais répondre à Hugo Bernalicis parce qu'il a raison. Quand j'ai vu, moi, arriver sur les réseaux sociaux, l'information comme quoi ce vote, et j'ai vu notamment l'intervention de François Ruffin, avec qui je fais une mission parlementaire. Donc on a appris à se connaître à titre personnel. Et c'est sur les auxiliaires de vie qui accompagnent les personnes âgées qui vont bientôt partir, sur les assistantes maternelles qui s'occupent des enfants. Donc une mission humaine, humaniste. Donc je sais ses valeurs. Moi j'ai été comme lui, j'ai été outré. J'ai même fait un texto, pour vous dire le vrai, en disant « Mais tu as raison d'avoir honte, moi aussi j'ai un sentiment très complexe. » Et puis j'ai compris. Parce qu'après, j'ai travaillé. Mais vous avez eu honte, dans un premier temps, du vote de votre majorité. Dans la réaction spontanée, évidemment qu'on voit qu'est-ce que c'est que ces 5 jours, ces 7 jours, on vote, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Et puis on comprend qu'il y a une loi en préparation qui impacte le budget de la sécurité sociale, qui impacte ce qu'on appelle le PLFSS, mot barbare pour dire c'est le budget de l'État, pour 75% des personnes qui sont obligées de faire un emprunt pour les obsèques de leur enfant. Ce n'est pas prévu dans cet amendement. Pour l'assistance psychologique des fratries, ce n'est pas prévu dans cet amendement. Pour un délai de carence des allocations familiales, c'est pas... Donc, quelqu'un a dit, il y a une belle loi qui se prépare. Cet amendement, il vient un peu comme une verrue. Donc, on le rejette parce qu'on va proposer mieux. Erreur d'appréciation, pas de débat. Mais c'est comme ça qu'après, j'ai dit, attention, on ne va pas aux fondamentaux. On voit trop les choses en surface. On fait de la surréaction idéologique, je suis assez d'accord. Et donc, il y a cette complexité de l'instantanéité des informations qui fait qu'effectivement, il y a eu les réactions d'hier. Vous savez, j'aurais commencé mon discours, et je crois que Hugo peut le dire, j'aurais commencé mon discours par dire « J'ai vécu ce drame, j'ai perdu un enfant, l'Assemblée était silencieuse. J'ai fait exprès de le dire en arrière parce que j'ai voulu d'abord défendre les 37 personnes qui sont devenues des cœurs à abattre, les 37 personnes dont Bénédicte Perrol, jeune députée très talentueuse, elle a eu un bébé il y a 3 semaines. Elle est sur les bancs de l'Assemblée. Elle suit la consigne, entre guillemets, non pas en godillot, mais parce qu'elle a cette logique. On lui a expliqué tout ça. Là où j'en veux, moi, probablement, effectivement, à certains de nos groupes, c'est de ne pas avoir donné des explications claires en disant « mais on a une vraie raison d'avoir dit non ». Et pas juste une raison techno. Et c'est là, j'allais dire, c'est double, c'est l'effet qui se coule du couac. C'est que, après, on s'est pris les pieds dans le tapis, et quand on se prend les pieds dans le tapis, on se casse la figure. Vous l'entendez, cette explication? En gros, on a traité un peu par-dessus la jambe, pardon, mais cet amendement, parce qu'on avait une loi plus solide et plus complète. Alors, c'est là où on va avoir un vrai désaccord sur le fonctionnement de cette 5e République, de cette mandature en particulier, du macronisme et de ce gouvernement. Il était dit tout à l'heure que l'important c'était d'apprendre à se laisser convaincre et à faire le... La base de la démocratie. Exactement, une démocratie parlementaire. On est dans un régime un peu particulier qui est à la fois présidentiel et parlementaire. Plutôt présidentiel que parlementaire, vu la séparation des pouvoirs et où se trouvent les pouvoirs. Les niches parlementaires des groupes d'opposition, ou des groupes politiques, même celui du MoDem,
sont assez méprisés dans cette mandature. C'est ce qu'on vous reproche, hein, Bruno Bonnell, d'ailleurs. Il y a des bonnes idées, et là on dit non, c'est peut-être une bonne idée, mais nous, la nôtre, ça ne nous va pas dans notre agenda, elle sera meilleure, et donc il y a un refus de travailler avec les groupes d'opposition. Et ça, c'est une réalité. La seule exception à ça, et encore, il faut quand on regarde dans le détail, c'est pas si simple, c'est la proposition de loi de notre collègue Pradier sur la lutte contre les violences conjugales. Et je dis et encore parce que derrière on est en train de rediscuter une nouvelle loi parce qu'il fallait que vous-même à votre propre agenda de la République en marche vous ayez dit que c'est vous qui avez fait une loi pour combler tel ou tel manque, etc. Bon, ça c'est pas respectueux des oppositions et de la démocratie. Les 12 jours, il fallait les prendre en disant on les prend, d'ailleurs on va compléter par la prochaine loi. Et pas dire on le prendra dans notre prochaine loi. Ah mais c'est comme quand on fait un match. On voit un match, on refait le match, on dit bah oui, si on avait su, on n'aurait pas sorti. Monsieur Bonnell, quand même, L'argumentation l'argumentation qui a été développée notamment par une députée qui dit c'est un peu facile de s'acheter de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même, je veux bien que derrière elle ait eu l'idée de faire un projet de loi un peu plus vaste, mais à ce moment-là qu'elle ne dit pas des choses comme ça. Mais Sereine Mauborgne, qui est députée du Var, c'est une infirmière qui s'occupe de gens en grande difficulté. Reconnaissez que c'est choquant. Non mais ce qu'elle a dit. c'est dans la bataille. Il faut reconnaître. Non mais ça a choqué et c'est normal, cette phrase choque. Elle est évidente. Et d'ailleurs, le MEDEF, du coup, appelle tout de suite en disant ah non, mais nous, on est des gentils et on veut y aller. Moi, j'ai été chef d'entreprise pendant 40 ans. J'ai eu des drames comme ça à gérer. Je peux vous dire que je disais aux gens, vous prenez pas de congé, vous rentrez chez vous, puis quand vous êtes bien, vous revenez. C'est évident. Et 99,9% des patrons font comme ça. Il y en a malheureusement. Il y a eu des cas à citer de gens qui ont refusé des congés terribles. Ça paraît fou d'ailleurs. Ça paraît complètement dingue. Ça paraît dingue. Ça existe. Moi, j'ai appris qu'il fallait une loi. Là, à l'occasion de ce débat, qu'il fallait une loi pour ça. Je pensais que c'était une règle d'humanité dans toutes les entreprises, publiques ou privées. Et non, mais ça dit l'importance, au fond, du travail de l'Assemblée, y compris dans des choses auxquelles on ne pense pas. Et ça dit aussi... Vous voyez, la mauvaise image en tête de la défiance chez les Français, il y a les hommes politiques et les journalistes. Bon. Et on voit bien, quand j'étais à Charlie Hebdo et que je travaillais en binôme avec Cabu, on faisait beaucoup de choses ensemble, évidemment, on allait à l'Assemblée nationale de temps en temps voir travailler la Chambre. Parce qu'on trouvait ça formidable, on adorait ça. Et on voit bien les députés qui travaillent. Et ils sont plus nombreux qu'on ne pense, sur des sujets extrêmement... et qui travaillent énormément, et sur des sujets tellement importants, comme vous venez de dire, les accompagnements de fin de vie, des choses comme ça, ils travaillent. Mais les Français ne savent pas à quel point la majorité de ces gens ont des vies très difficiles, divorcent parce qu'ils ont des vies impossibles, ils ont trop de boulot à l'Assemblée, et s'occupent d'eux, s'occupent du peuple. Il faudrait faire des reportages, il faudrait dire à quel point cette Chambre travaille. Enfin, vous voyez. Et revenons sur les mots que vous avez utilisés dans cette Chambre, justement, hier, Bruno Bonnell. Qui peut s'arroger le privilège de l'humanité? Visez-vous les procès en inhumanité de l'opposition ou d'Emmanuel Macron, puisque c'est le mot qui a été utilisé par le président? Écoutez, sincèrement, quand j'ai prononcé cette phrase, je faisais référence surtout au tweet que j'ai lu, traitant ces 37 personnes de charognes, traitant ces gens de sous-humains. C'est cette avalanche, cette cascade de sympathie. Vous savez, un petit exemple. Après mon intervention, j'ai reçu un autre tweet. Parce que comme mon Facebook est public, je reçois. Il y a un mec qui m'a dit, tu vois, au moins, ça aurait évité à un gamin de ne pas avoir un père comme toi. Non, mais ça, c'est pour vous expliquer que quand c'est parti, c'est parti. Et c'est à ça que je faisais référence. Après, effectivement, il y a la phrase du président. Moi, j'aimerais... Bon, d'abord, les commentaires sur le doute vis-à-vis du président sont nuls et non avenus. Je peux vous assurer qu'au contraire, on est tous rentrés là sur le projet. Évidemment, on ne va pas être d'accord avec Hubert Investis, mais le projet d'Emmanuel Macron, et il y a une loyauté là-dessus qui est sans égale. Mais au-delà de ça, je pense que le réveil aussi du président de dire... Prenons conscience que ce n'est pas que de la technocratie, il faut le prendre aussi en positif. Je ne le prends pas qu'en négatif et qu'en critique. Certains de mes collègues l'ont vécu difficilement parce qu'ils l'ont vécu comme une injustice à leur égard. Moi, je le vis comme un réveil. C'est d'ailleurs pour ça, sans référence d'ailleurs à ce que dit le président, j'ai dit réveillez-vous, réveillons-nous. Vous parlez justement de réveil parce que vous avez beaucoup été dépeints comme des élus godillots. On vous a surnommé les Playmobil. Enfin, c'est quoi? C'est les Playmobil sur bif aussi, en montrant qu'ils ont des émotions. Vous savez, La République En Marche, c'est comme une armée au service du président et d'un projet de transformation. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tant, et je l'ai dit plusieurs fois sur vos plateaux, tant qu'on était dans la logique du projet présidentiel, il y a des responsables qui avancent pour le faire passer.
C'est pas facile. Et c'est dans un dialogue démocratique sur lequel il y a certainement des choses à nous reprocher, mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir cette vision de transformation et d'appliquer ce qu'on a dit. C'est pas toujours facile. Et par contre, pour rassurer Hugo Bernalicis, je pense que ce moment était très important. Non, mais ce moment était très important vis-à-vis de la réflexion sur les oppositions. Et peut-être qu'on a accéléré la maturité démocratique du groupe grâce à cette faute de quart, parce que moi, je suis un très optimiste. Je dis que d'un mal surgit. Oui, ça vous sert de leçon et d'écouter davantage l'opposition, finalement. Peut-être. Que l'opposition. Il faut comprendre ce que c'est une niche parlementaire, quand même. Moi, là, je travaille sur la niche parlementaire de la France Insoumise qui aura lieu le 5 mars prochain. On a déposé un texte dès le mois de décembre et même avant. Moi, ce sera sur les lanceurs d'alerte, sur la transposition de la dernière directive européenne. J'ai déjà pris contact avec Nicole Belloubet, qui est au courant, puisqu'elle le sait. J'ai rendu un rapport en avril dernier sur la délinquance économique et financière en disant qu'il fallait avancer sur les lanceurs d'alerte. J'ai rencontré le défenseur des droits dans le cadre d'un colloque où tout le monde était représenté, clôturé par Nicole Belloubet. Le ministère sait, tout le monde sait que je travaille sur ce sujet et que ce sujet doit être travaillé. Donc, il ne faudra pas me faire l'astuce en hémicycle en disant « Oui, mais vous arrivez comme ça avec votre texte, nous, on a notre agenda. » donc respectez-le, vous verrez, dans un an on transposera la directive. Parce qu'en vérité, c'est ce qui va se passer. Donc il y a un mépris structurel de ce qui se fait dans les niches parlementaires. Bien sûr, vous avez changé de braquet, maintenant il n'y a plus d'émotion de rejet, comme on dit, préalable sur 100% des textes. Vous examinez quand même un petit peu un ou deux textes. Bon, c'est mieux, mais maintenant il faut aller au bout de la logique. Quand vous êtes d'accord, même si c'est pas dans votre agenda, il faut voter pour. Bruno Bonnell, il faut voter pour. Depuis lundi, les élus de La République En Marche parlent d'une erreur collective. Mais qui a la plus grande part de responsabilité dans cette erreur collective et dans ce qu'elle entraîne? Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ou le Premier ministre qui, lors de la réunion houleuse des députés de La République En Marche hier, aurait répondu à ceux qui s'en prennent à Muriel Pénicaud, je leur dis merde, ou bien encore le président de la République. Voilà ce que dit un député de La République En Marche. Cet engouement médiatique a été causé par les mots du président, donc les procès en inhumanité. Alors, à qui la faute? Écoutez, quand vous observez sur un terrain, pour parler un peu à nos auditeurs, sur un terrain de foot, une défaite, on se pose la question, c'est la faute du président qui a mal choisi l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui a mal coaché les joueurs, c'est les joueurs qui ne sont pas assez entraînés, c'est ça qu'on appelle la faute collective. C'est-à-dire qu'après, on peut pointer du doigt ce qu'il faut. C'est vous les députés qui avez pris le carton rouge. Non mais forcément. Mais je veux dire, est-ce qu'on s'arrête à ça et on dit c'est une faute collective, cherchons les responsables, ou est-ce qu'au contraire on dit il faut faire corps pour avancer? Moi, ce que je pense, vous connaissez ce mot japonais qui est le kintsugi, c'est l'art de la réparation. C'est quand une tasse est cassée, on la répare mais avec une feuille d'or. Et elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus solide. Moi, je crois au kintsugi en politique. Ça veut dire que moi, je pense qu'on peut arriver à réparer solidement ce qui s'est passé. Les fêlures ou les fractures que vous mentionnez, c'est des prises de conscience et c'est pour ça que je parle d'un réveil. Nous voulions aussi vous entendre, messieurs, sur un thème qui ressurgit à l'aube, à la faveur de l'affaire Mila, celui de la laïcité, et d'abord sur le droit au blasphème. Une enquête nous apprend aujourd'hui que les Français sont extrêmement partagés sur cette question du droit au blasphème. C'est même du 50-50. Un Français sur deux est opposé au droit de blasphémer. Le blasphème n'est pourtant pas un délit en France. Est-ce que vous estimez que la division du pays sur cette question-là est dangereuse? Moi, je pense que y a une difficulté de compréhension dans ce qu'est le droit au blasphème. C'est comme, vous savez, le droit à l'avortement. On pense que du coup, on est obligé d'avorter. C'est pas le sujet. C'est qu'on permet à surtout à celles qui le veulent, de le faire. Le droit au blasphème, c'est pas le droit pour tout le monde d'insulter toutes les religions quand c'est de se dire ceux qui veulent le faire doivent pouvoir le faire. C'est pas une invitation à le faire, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc clairement, on doit encore monter en puissance dans notre culture collective de ce que c'est la laïcité. Et la difficulté, c'est qu'on a des tas de forces politiques en présence qui cherchent à confessionnaliser le débat, à l'instrumentaliser. Et c'est ça qui, moi, m'étonne dans cette affaire Mila. Je vous ai entendu tout à l'heure, vous allez sans doute me poser la question pourquoi on n'a pas réagi à la France Insoumise dans la minute qui suivait et autant qu'on aurait pu... Oui, pourquoi pas dans la minute qui suivait? Non, mais... Parce qu'une minute, ça suffit, hein. Oui, non, mais bien sûr, mais il y a des tas de sujets où je réagis pas et où vous pourriez me reprocher de ne pas avoir réagi. Enfin, je veux dire, des infos qui tombent, il y en a tout le temps, et tout le temps, on peut me prendre en défaut sur le fait que j'ai pas réagi. Même un chef de parti, même Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, sur Twitter, c'est infernal. Facebook, c'est infernal. Il y a un sujet sur lequel vous réagissez pas et c'est terminé. Est-ce qu'il a réagi? Il n'a pas réagi, Jean-Luc Mélenchon? Il a réagi, mais 15 jours après oui, le c'est début de l'affaire. Oui, parce qu'on était en plein dans les polémiques sur la réforme des retraites. On était en plein sur cette bataille et je ne peux pas ne pas dire
qu'il n'y a pas des gens qui cherchent à faire une diversion sur le sujet. Quand on est sur la bataille des retraites, on n'y est pas 24 heures sur 24, on a bien 5 minutes. Nous, pour ce qui nous concerne, on y est pas mal. Mais quand on est chef de parti, on se doit d'avoir quand même une petite idée sur un débat qui met le feu. C'est pas qu'on n'a pas d'idées. Bien sûr qu'on a des idées. Sachant qu'en plus, on pourrait faire un débat sur le traitement de cette affaire. Et sur le fait est-ce que le traitement médiatique et le fait que des organisations politiques et des tendances politiques aient pris ce sujet à bras-le-corps et l'aient mis sur le devant de la scène, est-ce que c'est pas venu... Vous parlez du Rassemblement National de Marine Le Pen ? Par exemple, est-ce que c'est pas venu accabler davantage cette jeune femme et exacerber ? Parce que vous savez... Ça pourrait être un point de vue dans un second temps, mais premier temps, c'est une fille de 16 ans qui est menacée de mort. On aurait juste voulu avoir un avis, par exemple, de la France Insoumise. Vous n'êtes pas à l'aise ? Non, moi je suis tout à fait à l'aise. Je n'ai pas de difficulté. J'ai pas de difficulté à condamner les gens qui menacent les autres de mort. Mais ça, on n'a pas entendu. La dernière fois que je suis venu sur votre plateau, j'ai reçu un mail de menaces de mort en disant les élus comme vous, il faudrait qu'ils soient finis au bout d'une corde. Vous savez, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Alors moi, je veux bien faire des polémiques tous les jours sur tous les gens qui sont menacés de mort. On peut faire des polémiques sur tout ce qui se dit dans toutes les cours de récréation et mettre au pilori tel jeune homme ou telle jeune fille tous les jours. Mais c'est pas la société que je veux. Donc si on veut apaiser les tensions, si on veut faire en sorte de vivre ensemble la concorde, etc., il faut prendre ces sujets-là plutôt froidement, plutôt qu'à chaud. Voilà. Bien d'accord. Mais c'est pas parce que Marine Le Pen se saisit d'un sujet qu'il faut pas s'en saisir. Elle se saisit du sujet de l'Europe parce qu'elle n'en veut pas, et c'est pas une raison pour pas s'en saisir du sujet de l'Europe. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un principe. Il ne s'agit pas simplement du cas de Mila, il s'agit d'un principe fondateur de la République. La France est une démocratie depuis 1881. Parce que précisément, il y a le droit, la liberté d'expression, la liberté de conscience. C'est gravissime. C'est ce qui fonde notre société. Donc on peut réagir très vivement quand une jeune fille est d'abord harcelée gravement et menacée de mort de 16 ans parce qu'elle a blasphémé, mais c'est dingue, c'est l'époque du chevalier de la barre, une fois de plus, sauf que ça vient d'en bas et pas du pouvoir. Et ensuite, que 50% des personnes que je ne crédite pas imbécilité. Je pense qu'ils sont ignorants du droit de la liberté d'expression. Comme vous le disiez, ils ne savent pas ce que c'est que la liberté d'expression, parce que c'est technique, la liberté d'expression. Un sondage auto-administré en ligne sur un concept comme celui-là, excusez-moi... Philippe, comment expliquez-vous où est passée la gauche? On se le demande. Le silence des voix de la gauche, une bonne partie en tout cas. Je pense qu'une des raisons subliminales, ou pas, mais du fait que la gauche est devenue une espèce de raisin sec, je parle notamment du Parti socialiste, il a disparu. Je pense que c'est parce qu'il a abandonné, la gauche a abandonné ce qui la fonde, notamment une défense saine et normale des principes de la République, parmi lesquels il y a la laïcité. Ils ont, pour des raisons électoralistes, abandonné la question. Ségolène Royal a complètement abandonné la question, ne cesse de donner des gages inverses, au contraire. Et le peuple, ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire pas un rassemblement de 3000 personnes qui crient plus fort que les autres. Le peuple, c'est des millions de personnes. Le peuple ne veut pas de ça. On l'a vu au moment des attentats de Charlie, et après l'hypercachère, il y avait des millions de personnes dans la rue pour dire on ne veut pas qu'on touche à la liberté de conscience, à la laïcité. Ça, donc c'est par électoralisme personne n'a entendu, aussi, parce que dans la campagne, excusez-moi Audrey, oui, dans la campagne qui a suivi, la campagne présidentielle qui a suivi, ces 4 millions et quelques de personnes qui sont descendues dans la rue après les attentats, on ne leur a pas parlé, alors que c'était un rassemblement historique. Après des faits historiques, où on a tué des journalistes pour des raisons politiques, pour les faire taire. La campagne présidentielle n'a pas traité le sujet. Donc il y a bien une mise sous le tapis. Non, revoyez tous les discours de tous les candidats. Ils n'ont pas parlé de cette manif. De mon candidat à l'époque. Ils n'ont pas parlé de cette manif. On ne s'est pas adressé à ces gens. À force de ne pas s'adresser à ces gens, ils votent ailleurs. Je reprends le terme, Hugo Bernalicis. Le discours de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, et il y a même une chanson qui a été faite par Khaled Frick détournée, qui s'appelle Hypocrite et Tartuffe, justement sur la question de la laïcité, du burkini, du prince d'Arabie Saoudite qui était reçu sur les plages privatisées par la France, non du Qatar, pardon, pas d'Arabie Saoudite, du Qatar. Pardonnez-moi. Donc, ça a été un thème de la campagne présidentielle. Attendez, mais je peux pas laisser dire. Oui, on a entendu. 11 janvier. On n'en a pas parlé. Mais c'est ça le fait. 10 jours, c'est-à-dire 2 ans après la libération de Paris, vous vous présentez aux élections sans parler de 8 mai 45 ? Non mais ça va pas, non ? C'est impossible. Hugo Bernalicis, c'est la même chose. Hugo Bernalicis, dans cette affaire Mila, je reprends le terme de Philippe Vallier un instant.
est-ce que vous ne vous êtes pas davantage prononcé parce que Marine Le Pen s'en a été emparée, que ça vous gêne, par électoralisme, par clientélisme à 6 semaines des municipales? Non, elle a raison et tout ça. En tout cas, la raison qui me concerne moi et plusieurs de mes collègues, et je pense que c'est la même, c'est qu'on a souhaité ne pas alimenter une polémique. Attendez. Mais non, mais c'est mon droit quand même. C'est aussi mon droit. On a le droit au blasphème. J'ai le droit aussi de ne pas vouloir alimenter une polémique qui divise le pays. En l'occurrence, parce qu'elle est instrumentalisée par la droite et l'extrême droite, en pleine réforme en pleine mobilisation sur les retraites. Mais elle ne divise pas le pays, elle fait un débat nécessaire qui va permettre aux gens peut-être, et à des gosses des lycées, de comprendre ce que c'est que la liberté d'expression. C'est pas un débat qui divise le pays, c'est un débat qui instruit le pays. Le seul côté positif de l'affaire Mila, c'est qu'il va peut-être nous permettre, là comme on est en train de le faire, de dire ce que c'est que le droit au blasphème et la liberté d'expression. Parce que les gens ont une grande confusion dans la tête sur ce sujet-là. Mais je suis d'accord avec vous. Donc, ça divise pas le pays, on ça fait un a débat cotisé sur la nécessaire. question de laïcité. Souvenez-vous que les universités de la France insoumise ont été surplombées par une polémique sur les questions de laïcité avec l'intervention d'Henri Peña-Ruiz chez nous pour expliquer sa vision de 1905 de la laïcité, etc. Donc, ne nous dites pas qu'on a déserté le champ. C'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. C'est pas ce qu'on a retenu le plus ces dernières années. C'est pas l'intervention de M. Peña-Ruiz que par ailleurs je trouve formidable. Mila qui arrive là, elle est dans une séquence où combien il y a eu de une de tel ou tel magazine sur l'islam qui va envers la France, etc. Ça n'est pas la même chose. C'est pas le même débat. Attendez. C'est vrai que c'est pas le même débat, mais c'est le même contexte. Hugo Bernalicis, vous parlez, pardon Bruno Bonnell, de une. Je ne fais pas référence aux mêmes une, mais regardez la une de Charlie Hebdo, parce que Philippe Val parlait de confusion. Est-ce que Nicole Belloubet n'a pas apporté justement de la confusion à tout cela quand elle a dit que ce qu'avait fait Mila, c'était une atteinte à la liberté de conscience? Nicole Belloubet qui est croquée par Charlie Hebdo ce matin. Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur la une de Charlie Hebdo. Mais moi, je voudrais vous dire tout simplement... Avouez que ça a ajouté à la confusion quand même. Oui, mais je voudrais vous dire que la démocratie, elle a fondamentalement besoin en permanence de piqûres de rappel. Parce qu'elle a des virus qui s'appellent l'autoritarisme, le fascisme, et elle a besoin de ces piqûres de rappel. L'ignorance aussi. L'ignorance, absolument. Et donc, ça veut dire que moi, ce que je vois dans l'action de cette jeune femme, Mila, c'est une saine piqûre de rappel. Et à nous maintenant de réfléchir dans les écoles, dans les institutions, dans l'Assemblée. J'espère que c'est annoncé pour fin mars, le discours sur les communautaristes. D'ailleurs, je ne l'appellerai pas un discours sur les communautaristes, je l'appellerai un discours sur la laïcité du président. Je trouverais ça plus astucieux parce que la différence entre les deux, c'est que le communautarisme, c'est essayer de coudre ensemble des plaques de personnes qui ont des opinions différentes. Nicole Belloubet, elle a rajouté de la confusion avec sa prise de position quand même. Je dis encore une fois, que Nicole Belloubet est un avis technique et juridique, je suis persuadé qu'en tant que femme... Non, mais faux ou pas faux. Je ne suis pas, contrairement à Bernalicis, moi, je suis un chef d'entreprise d'origine, je ne suis pas un professionnel du droit. Donc je ne vais pas rentrer. Pas un professionnel du droit. Non, mais je vais pas. Nicole Belloubet, Nicole Belloubet, certains ont douté de son professionnalisme et de sa spécialité, est-ce droit aussi? J'ai l'impression d'en savoir plus, par les procès que j'ai eus notamment, que Mme Belloubet sur la question de la liberté d'expression, techniquement. Je ne parle pas idéologiquement, techniquement. Écoutez, moi, je pense que le sujet... Et pourrait être intéressant de savoir si elle a raison ou elle a tort, mais plus fondamentalement, quand je vois 50% de nos concitoyens, quand je vois 50%, allez, même 30%, si ce n'est pas un sondage fiable, qui pensent que ce droit au blasphème est quelque chose de discutable, ça me fait aussi raisonner sur les pourcentages significatifs de jeunes qui pensent que les lois cultuelles sont supérieures aux lois de la République. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, au passage, parce qu'on stigmatise évidemment beaucoup l'islamiste. Il y a 15% de la dernière enquête là. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer qu'au nom de convictions religieuses, il y a des lois de la République qui ne s'appliqueraient pas, et quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Donc, mais ça, réveillons-nous aussi sur le plan de la laïcité. Je crois que c'est là qu'on va refabriquer le socle républicain, on va tisser la France. Mais est-ce que finalement les Français ne comprennent pas vraiment ce que c'est la laïcité et que des affaires comme celle de Mila ou par exemple celle de la femme qui était voilée, qui accompagnait une classe, est-ce que ça pour les Français c'est pas plus pratique et c'est plus concret pour avoir un avis? Mais c'est là où il faut faire de la pédagogie, il faut que tout se relaye, les médias, l'Assemblée. Donc c'est là où on doit avoir les avis de tous les partis. On se moque. À chaque fois c'est au prix des intéressés quand même. Hein. Je voudrais, que ce soit pour la femme voilée qui était au conseil départemental ou Mila, c'est au prix des intéressés à chaque fois, qui sont broyés par... Oui, ce que je voudrais, ce que je crois, pour répondre à votre interrogation, c'est que la réponse est précisément politique.
elle est précisément politique. Et quand on est élu président de la République au suffrage universel, on est investi d'un devoir de pédagogie. Et ça fait quand même, depuis que Emmanuel Macron est élu, on attend ce discours sur le communautarisme et la laïcité. On l'attend, on nous a dit c'est dans 3 mois, on nous a dit c'est dans 6 mois, non c'est pas encore dans le cadre, c'est compliqué en ce moment, on va attendre un peu. On l'attend de semaine en semaine, avec impatience. Il est indispensable. Sa parole en tant que président de la République est très nécessaire. Et vraiment, je le dis parce que c'est vital. Tout le monde va entendre ce qu'il va dire. Et on a besoin d'entendre ce qu'il va dire. Et le patron... Et ça ne vient pas. Et je me demande pourquoi ça ne vient pas. Je me demande pourquoi ça met autant de temps. Je pense que... Alors, une fois de plus, je pense qu'Emmanuel Macron pense, comme beaucoup d'hommes politiques, que c'est un sujet extrêmement délicat, qui doit être traité dans un agenda politique. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas d'agenda pour ces questions-là. Je pense qu'il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et justement, le patron des députés, le patron des Républicains, Christian Jacob, lui a proposé il y a quelques mois de remettre en place une commission sur le modèle de la commission Stasi, qui avait abouti à la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Il fustige aujourd'hui l'absence de réponse du président. Il y a urgence, Monsieur le Président, tous les signaux sont au rouge. Il est de votre devoir en tant que chef d'État de prendre enfin à bras-le-corps ce qui sape les fondements de notre démocratie et de notre modèle de société. Donc, Philippe, vous expliquez qu'il y a urgence, effectivement, vous aussi. Bruno Bonnell, on a l'impression qu'effectivement, Emmanuel Macron est mal à l'aise, peut-être, avec ces sujets-là. Non, pas Pourquoi du ne s'exprime-t-il pas il a été de nombreuses fois très clair sur ces sujets. Et je ne pense pas qu'on lui puisse lui reprocher quoi que ce soit au niveau de la laïcité. Attendez, je voudrais juste vous dire. Vous avez raison. Par contre, on a le discours. La réalité de notre situation politique depuis maintenant presque 18 mois, c'est qu'elle est mobilisée sur énormément de fronts. On a eu clairement un glissement avec le phénomène des gilets jaunes, énormément de préoccupations et de priorités à changer. Je crois j'espère, comme vous, que fin mars, qui est la date annoncée, il y aura ce fameux discours de synthèse. Mais c'est pas un procès en j'hésite et je fais de l'électoralisme, parce que sinon, la loi des retraites, elle va avoir plus d'impact sur les municipales que la laïcité. Parce que là, ça touche les gens, entre guillemets, au portefeuille. Donc là, c'est un autre sujet, avec des vraies angoisses. Pardon ? C'est votre objectif politique. Ah non. Pour les retraites, la réforme. Il faut qu'on aille au bout, surtout. Même il y a certaines choses qui se sont exprimées dans le mouvement des Gilets jaunes qui montrent à quel point on a besoin de ce discours sur la laïcité. Et vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Val qui dit quand il faut y aller, et il n'y a pas d'agenda politique à mettre en place un discours. Mais après, il y a 24 heures par jour, et je pense qu'effectivement, ça a été bousculé par beaucoup de choses. Peut-être, encore une fois, tout le monde a sa priorité. Allez dire aux gens des hôpitaux que c'est moins urgent que les pompiers, que c'est moins urgent que la situation des gens qui sont en dessous du SMIC, etc. Non, tout le monde a une priorité, et là, je crois que, par contre, là où j'ai une nouvelle intéressante, c'est que si on revient aux fondamentaux, on a bien un appel des gens à dire il faut quand même qu'on remette de l'ordre là-dedans, parce que ça a nourri les extrêmes, des extrêmes qui ne sont pas ceux qu'on veut voir diriger notre pays, et là qu'il y a quand même une réaction, cette fois-ci fondamentalement politique à avoir. Je le pense. Fondamentalement politique. On a l'impression quand même que le président de la République et une partie de la gauche n'osent pas parler de la laïcité parce qu'ils ont peur qu'on les taxe d'islamophobie, parce qu'en fait c'est quand même un faux-nez, on veut parler de l'islam, parce qu'on ne veut pas froisser 6 millions de musulmans. Mais le problème c'est que les musulmans veulent entendre quelque chose sur la laïcité. On veut entendre en fait quelque chose sur le financement des mosquées. Quand est-ce qu'on peut construire des mosquées? Qui sont les imams? Comment est-ce qu'on forme les imams? Est-ce que les prêches sont obligés d'être en arabe alors que les gens sont français? Les musulmans se posent la question. Mais le problème c'est que par but électoral, certains vont se dire ah non mais on ne va pas parler de ces questions-là pour pas froisser les musulmans. Mais les musulmans de France ont besoin qu'on parle de ça. On rentre dans un tunnel pour qu'on arrête de faire électoral des à partir de maintenant, avec l'enchaînement municipal, départemental, régional, on est dans le tunnel. Donc s'il fallait le faire avant, s'il fallait cacher ça, non, je crois qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir se confronter aux vrais problèmes. Mais vous voyez, ce qui me fait peur. Et c'est le mot que j'allais utiliser. Ouais. Là, le déclencheur va être effectivement, et à mon avis, la nouvelle force politique qui est en train de monter en France, on le voit, sont les gens qui ont du courage. Parce qu'une chose, Philippe, que vous vivez dans votre chair, à votre tour, c'est que quand vous recevez des menaces de mort, comme nous le faisons régulièrement, quand vous êtes traité plus bactère et on vous dit, si tu commences à toucher à l'islam, ben, on sait où tu habites, on sait où sont tes enfants, on sait où ils vont à l'école. Ça nous arrive à tous. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que personnage... mais vous, parce que vous êtes sur une scène médiatique. Mais ça veut dire que le courage politique de se dire jusqu'où je vais sur l'engagement par rapport à la réalité de ce qui s'est passé effectivement à Charlie Hebdo,
ou ailleurs, il n'y a pas de débat, c'est une vraie réflexion que certaines personnes peuvent avoir. Donc il ne faut pas juste voir des calculs électoralistes. Derrière tout ça, il y a aussi des humains. Et donc là, il va y avoir effectivement des débats de courage. Parce que vous parliez des prêches notamment et des imams. Effectivement, moi je le dis très clairement, pour la formation des imams en France. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une réalité. Tout le monde dit ça, oui, et mais rien ne change. quand vous allez le mettre mais quand on va le mettre en route, je sais que ça va être complexe. Mais quand ? J'y suis opposé, Philippe par exemple. Alors, voilà. la question que je me pose, et que vraiment je me pose profondément et sincèrement et qui me tracasse, et je la pose aussi à vous, il y aurait d'autres partis politiques, je la poserai. Si le président s'exprime sur ces questions et rappelle des choses fondamentales, dit des choses fondamentales sur la question du communautarisme, de la place des religions, etc. Bon, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un consensus des partis politiques, je ne parle pas des extrêmes délirants, et qui disent le président de la République a bien parlé, s'il parle bien. Est-ce qu'on peut espérer qu'on ne soit pas dans sa petite coquille idéologique en disant « Ah non, il a encore dit une connerie ». Vous voyez, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un consensus sur ces questions fondamentales ? Et je pense que s'il y en avait un, ça montrerait qu'on entre dans peut-être une ère un peu plus intelligente politiquement. Alors, Hugo Bernalicis, est-ce qu'on peut espérer ce consensus, puisque Philippe Val vous pose la question ? Et pardon, j'entendais juste à la fin de notre interpellation que vous n'étiez pas pour que les imams soient formés en France ? Oui, je ne suis pas pour qu'on forme le personnel politique, le personnel religieux, pardon, parce que la loi de 1905 nous dit qu'on ne reconnaît, on ne salarie aucun culte. Bon, voilà. Sauf que c'est pas une question de financement. Je ne parlais pas de financement. Ne reconnaît, ça veut dire que ne reconnaît aucun culte, ça veut dire que on va devoir dire ce qu'il faut dire dans les prêches, etc. Non, mais dans que ce soit dans l'Église catholique, mais c'est pas qu'il faut pas dire. Former les imams. Qu'est-ce que former, qui va les former, quoi, qui va Moi, cadrer les choses, quand etc. j'entends que dans certaines mosquées, il y a des imams qui arrivent d'autres pays avec une faible culture, juste une faible, vous voyez, je les condamne pas, je leur dis, apprenez la France, et pour mettre en adéquation votre religion, que je respecte en tant que laïc, comme ils doivent respecter la mienne en tant que chrétien, et des prêtres qui pourraient être formés en Allemagne, mais qui apprendraient la France, ou en Afrique, mais qui apprennent la France. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un substrat de culturel français pour arriver justement à faire comprendre... C'est pas un problème de culturel, c'est un problème de respecter ben moi, les lois de la République. C'est un problème de respecter... Vous savez ce qui s'est passé en Algérie ? Vous dites que c'est pas un problème culturel. Est-ce que je peux parler ? Si c'est possible. Juste pour une petite parenthèse, vous dites que ce n'est pas un problème culturel. Non, mais juste 2 secondes. Ce qui s'est passé en Algérie, l'arabisation sous Chadli Benjedi, etc., ces imams illettrés qui sont venus apprendre l'arabe aux Algériens, ils ont formé des petits gosses qui, 15 ans plus tard, 10 ans plus tard, ont fait la guerre civile. Ça a été le GIA. Le problème culturel est très important, au contraire. C'est une vraie question, l'apprentissage de la langue du pays, et puis... l'apprentissage du respect des institutions. C'est tout ce qu'on demande. Oui, ça veut d'ailleurs dire respecter les lois de la République. Oui. Parce que le mot culturel, il revêt plusieurs facettes. Et tout le monde n'y met pas la même chose dedans. Pour moi, c'est très clair. Culturel, ça veut dire la culture politique de la France, liberté, égalité, fraternité, et avec le bloc de constitutionnalité, la loi de 1905 et tout ce qui va avec. C'est ça que je mets derrière culturel. Mais d'autres mettent des pratiques de la vie quotidienne, etc. Ça ne me regarde pas, tant que ça respecte les lois de la République. Et ce terme de culturel, il a été galvaudé. Bref, moi je voudrais vous dire sur la laïcité, il y a un problème. Déjà, il faut que le chef de l'État soit irréprochable sur le sujet. Pourquoi, quand il va en Israël, il se balade avec une kippa sur la tête ? Est-ce que c'est son rôle ? En tant que premier personnage public, garant des institutions. Il y a des premières dames quand elles vont dans des pays musulmans. Attendez, je n'en suis pas d'accord. Voilà. Oui, mais c'est du respect par rapport au pays où on est. Quand des chefs d'État, pour une raison ou pour une autre, rentrent dans une mosquée, ils enlèvent leurs chaussures. Et en l'occurrence, c'est pas se balader avec une kippa, c'est des moments bien particuliers où, traditionnellement, on met une kippa quand on est dans la synagogue. Le respect, ça fait partie des relations diplomatiques internationales. C'est une gentillesse faite, une politesse faite à un rituel. En l'occurrence, c'est pas très grave. Ou alors le président de la République doit rentrer avec ses chaussures dans une mosquée ? Je ne sais pas comment il se débrouille, mais retirer ses chaussures, c'est pas mettre une kippa. Excusez-moi. C'est la même chose. C'est pareil. Si on s'adapte à une religion. Quand je suis invité à la fête des cabanes à Villeurbanne, dans la synagogue, je mets une kippa. Moi aussi. Et je considère que c'est normal. Je suis invité à rentrer dans... Et je ne vais pas aux messes de Noël, et je ne vais pas au repas de la mosquée dans lesquels ils m'invitent. Voilà. Parce que je ne veux qu'il n'y ait aucun doute sur le sujet. Non, mais aucun. Moi, je n'ai absolument aucun problème. Je représente tous mes concitoyens la de ma rupture du circonscription et jeûne du pays. avec les mosquées de ma commune. Je n'ai aucun problème à aller à la synagogue. Et je n'ai aucun problème à aller, comme je l'ai été récemment,
aller faire une messe avec la communauté protestante. Parce que je veux dire que la République, si elle est invitée en République, si elle est juste invitée, eh bien elle doit être représentée. Et il n'y a pas de prêche politique, il n'y a rien d'autre. En tant que personnalité politique, je ne reconnais aucun culte. Je suis pro-loi de 1905 jusqu'au bout. Vous pouvez ne reconnaître aucun culte et répondre à l'invitation de croyants à une tradition festive. Enfin, ça, quand même, faut pas... Donc, si vous êtes invité à un dîner de fin de jeûne de Ramadan, vous ne mangerez pas? Ce n'est pas ma... Non, mais si vous êtes invité à un dîner, vous n'y allez pas. C'est tout, voilà. Respectueusement, je leur dis que je ne souhaite pas qu'il y ait de confusion quelconque. Et c'est... Moi, ça m'aide à les comprendre, vous voyez. Dans ma circonscription, à l'invitation de la mosquée d'une des grosses villes de ma circonscription. Et savoir dire Shabbat Shalom s'il le faut. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas vus et qu'on n'a pas échangé autour d'une table. Mais juste, dans ces moments-là, je considère que ce n'est pas ma place. Voilà. Et ça évite tout doute et toute suspicion. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la laïcité, avec le chef de l'État, c'est que les seuls moments où il ose en parler, ou commence un peu à en parler, c'est à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste. C'est à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste. Si, c'est la réalité. Et ça, c'est un problème. Parce que ça vient surplomber tout le débat en se disant, et ça va faire la transition avec le thème d'après, j'en suis sûr, si vous que c'est que dans ces moments-là, on vient parler de laïcité. Et bien, c'est ça le fond du problème. Quand est-ce qu'on met sur la table le concordat ? Quand est-ce qu'on met sur la table le fait qu'en République française, on continue de payer du personnel religieux avec l'argent de l'État ? Plus de 1200 personnes. Pas ignorer la religion et ni la fustiger. C'est juste que tout le monde se respecte pour justement tisser la France. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Cela nous amène effectivement, Hugo Bernalicis, sur l'autre thème sur lequel nous voulions vous entendre, qui n'est pas sans lien. Cet état des lieux pas très rassurant, 4 mois après l'attaque de la préfecture de police de Paris, perpétrée par un agent radicalisé qui a fait 4 morts parmi les forces de l'ordre. Éric Ciotti, le patron de la commission d'enquête parlementaire, fait un point d'étape ce matin. Alors, si depuis l'attaque, il y a bien eu 46 signalements, 9 policiers désarmés, 3 suspendus, 3 habilitations retirées. Des questions majeures subsistent. Mickaël Harpon, l'auteur de l'attaque, n'aurait jamais dû être là et n'aurait jamais dû rester là dans ce service de renseignement. Et de son côté, l'imam de Gonesse, ce sont les conclusions des parlementaires, l'imam d'étape, l'imam de Gonesse, qui a joué, on le sait, on parlait des imams, l'imam de Gonesse qui a joué un rôle dans la radicalisation de Mickaël Harpon, est toujours en place alors qu'il aurait dû être expulsé de France. Il prêche, toujours, tranquillement. Comment expliquez-vous cela ? La peur. Non. La peur de toucher à ces trucs-là. Mais vraiment, il y a un tabou. Vous savez, à quoi sert la terreur ? À terroriser. Et ça a un effet dans la société. C'est un effet qu'on ne reconnaît pas. Évidemment, le premier réflexe, c'est de dire non. Parce qu'on n'aime pas être pris en flagrant délit, d'être prudent en face de principes face auxquels il faudrait être, au contraire, ferme et vigilant. Parce que c'est humain, c'est normal. Il y a des tas de choses qu'on tait, qu'on évite, c'est des conduites d'évitement. On a la trouille. Vous savez, cette critique de la religion, la petite Mila, cette jeune femme, ça fait un scandale. Parce qu'on n'est plus habitué, on ne sait plus ce que c'est. On a peur, ça ne se fait plus de toucher à l'islam parce qu'il y a eu des morts. Donc on ne touche plus à cette religion. Mais on doit y toucher précisément. On doit y toucher comme on touche à toutes les religions en tant que concurrente dans le pouvoir qu'elle exerce sur les gens avec le suffrage, les gens élus au suffrage universel. Donc il y a un vrai souci avec la peur. Il faut arrêter d'avoir peur parce que je pense que chez les gens de culture musulmane, il y a aussi cette peur, ils la partagent avec nous, et qu'il va falloir leur dire, mais vous êtes leur dire, on est ensemble dans cette affaire-là. Il n'y a pas de communauté musulmane. Il y a des Français qui ont la trouille. On est compatriotes. On est compatriotes, et il ne faut pas céder à la peur. Il faut vraiment être ferme là-dessus, parce qu'ils sont isolés. Ce qui fait le communautarisme aussi, c'est la peur. Alors, rien n'a été fait, point d'interrogation, depuis l'attaque à la préfecture de police. Ça remonte à il y a 4 mois. Écoutez à ce sujet Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains. On est non seulement dans le renoncement, mais du renoncement, on est passé à la lâcheté. Il y a eu un terrorisme qui a frappé le cœur de l'antiterrorisme français à la préfecture de police de Paris. Il y a eu 4 policiers qui se sont fait massacrer. Quelle conclusion on en a tiré ? Est-ce qu'il y a eu, pouvez-vous me dire, une seule démission ? Est-ce que le fameux imam de Gonesse radicalisé, qui avait sans doute aussi radicalisé Mickaël Harpon, celui qui a tué nos policiers,
a été expulsé de France. Le Premier ministre nous a dit « Je vais répondre à ce quadruple attentat par 2 enquêtes administratives. » Fichtre. Est-ce qu'on va effrayer les terroristes? Est-ce qu'on va terroriser les terroristes avec des enquêtes administratives? Rien ne s'est passé. C'est du mauvais passe-quoi. C'est du mauvais passe-quoi. Ça veut dire qu'il faut terroriser les terroristes. Attendez, M. Retailleau devrait d'abord écouter M. Ciotti, qui mène une commission d'enquête, qui démontre qu'effectivement des choses ont été faites. Il y a des procédures en France, on est un état de droit, donc il y a des procédures. Rappelez-vous que quand Christophe Castaner a dit faudrait montrer des signes de radicalisation, il a parlé d'une barbe, etc. Alors là, c'est parti dans l'autre sens en disant, regardez, on porte tous les deux la barbe, et heureusement qu'on n'est pas fiché dans tous les sens. Attendez, à un moment donné, on a des procédures. Alors, mais l'imam de Gonesse, précisément. Je vais venir sur l'imam de Gonesse. Je veux juste vous dire déjà, c'est inadmissible de recommencer cette histoire là-dessus. Je rejoins Philippe. Il devrait y avoir un consensus national. Tous les politiques devraient se mettre ensemble et pas s'en servir comme arguments électoraux à l'aube des municipales. Parce que là, ne nous trompons pas de débat. Monsieur Retailleau, il parle là à ses électeurs. Vous voyez, ils font rien. Nous, avec nous, vous allez voir, c'est super. Deuxièmement, sur l'imam de Gonesse que vous avez dit. Mais qui vous dit que c'est pas en route? Mais que justement, il n'y a pas des procédures? Moi, j'en sais rien aujourd'hui. Hugo Bernalicis, on n'en sait rien. Et moi, heureusement qu'en France, il y a des procédures qui sont un peu confidentielles. Parce que ce sont des sujets, effectivement, délicats. Que les services généraux fassent des enquêtes, qu'on aille au bout et qu'ils finissent expulsés. Moi, j'ai pas de doute que si c'est bien lui qui a radicalisé et qui continue à faire des prêches qui ne sont pas bons, j'ai pas de doute qu'il sortira du jeu. Monsieur Bonnel, par exemple, Gérard Collomb disait en septembre 2017, donc avant l'attentat de la préfecture, quand nous découvrons qu'un agent s'était radicalisé, nos marges de manœuvre sont faibles. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a plus de marge de manœuvre pour suspendre ou pour mettre à l'écart un agent radicalisé? Alors, je ne suis pas capable de vous parler sur le plan technique, mais je peux vous dire sur le plan de la volonté, il n'y a même pas de débat. On nous a même demandé, nous, les députés sur les terrains, on nous a dit, si vous observez des situations compliquées autour de vous, vous devez les remonter. Et on le fait systématiquement. Ça, c'est dans les clubs de sport, c'est dans les associations, c'est malheureusement dans certaines mosquées. Moi, j'ai pas le cas, mais j'ai des collègues. Mais on a les moyens juridiques? Pardon? Non, mais déjà, on remonte de l'information pour pouvoir redescendre. Il y a une volonté. Et dire, comme M. Retailleau, qu'il ne se passe rien, est absolument grotesque. En parallèle de ça, pas non plus stigmatiser toutes les populations, toutes les mosquées, tous les joueurs de foot qui sont musulmans, parce qu'on va devenir fou, quoi. Et je crois que, encore une fois, on manipule beaucoup l'information sur ce sujet, et je crois que le plus honnête, c'est M. Ciotti qui dit, bah, effectivement, il y a des choses qui avancent, pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est jamais assez vite, de toute façon. Hugo Bernalicis. Oui, je pense qu'on est malheureusement rentré dans une autre ère, l'ère antiterroriste, qui vient changer notre manière de tout voir. Et une ère du soupçon et de la dangerosité, là où avant on condamnait des faits et on faisait des enquêtes sur des faits. J'en veux pour preuve notamment un des capitaines de police de la préfecture de police qui, suite à l'attaque de Michael Harpon, a été désarmé, mis à pied et subi une enquête administrative puisqu'il s'est lui-même converti à l'islam et qu'il devait chapeauter le FIJAT, le fichier d'inscription où on inscrit les personnes qui ont commis des actes terroristes. Et il se défend, il a attaqué le ministère de l'Intérieur parce qu'il s'est fait désarmer devant ses collègues. L'histoire est très intéressante à observer puisqu'à la fin, le ministère de l'Intérieur dit « Oui, mais écoutez, il y a eu une attaque à la préfecture de police, il s'est converti à l'islam, du coup, on ne veut pas avoir de doute, on le désarme. » Principe de précaution, c'est ce que... Principe de précaution. Mais vous vous rendez compte de ce que ça implique derrière, surtout quand on lui dit « Oui, vous n'avez pas vraiment montré d'actes, de faits commis. » Et en plus, bon, c'est un syndicat de police qui allait le balancer, Alliance, pour ne pas les citer. Bon, vous voyez l'ambulance. Et à la fin, on lui dit « Oui, mais peut-être qu'il utilise la taqia. » C'est l'argument fatal contre 100% des musulmans. La taqia, c'est ce truc inventé par Daesh qui dit que si vous voulez être un bon terroriste, vous pouvez vous dissimuler et donc ne pas montrer que vous êtes un terroriste. Donc à ce jeu-là, tout le monde fait la taqia. Philippe, celui qui boit de l'alcool, on peut lui dire « Ah, c'est peut-être un musulman terroriste parce que regardez, il boit de l'alcool pour faire diversion. » Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On rend les gens fous et paranoïaques. Et ça, c'est pas bon en République. Ça, c'est pas la concorde nationale. C'est pas la laïcité. C'est pas ce qu'on attend de la fortification des anticorps républicains qui est la meilleure réponse à ces attaques de criminels, d'assassins, de fous de Dieu, de fanatiques, de tout ce qu'on veut, d'obscurantistes, de fascistes. Mettez tous les mots que vous voulez pour les désigner. Le problème de la radicalisation, c'est que c'est un mouvement politique. C'est plus que religieux. Dès le début. Définir la radicalisation. Ouais. De quoi on parle? Oui, non, mais bon, c'est un mouvement politique plus que religieux qui a commencé à se concrétiser à partir du retour de l'ayatollah Khomeini en Iran
en 79. Ça a commencé là, l'idéologisation et la politisation, on pourrait dire, d'une partie de l'islam. Une partie importante de l'islam. Dans les pays musulmans, c'est important. Et donc, les démocraties sont mal armées contre le terrorisme, sont mal armées contre le mensonge, la dissimulation, parce que la vie politique doit être transparente, la vie privée opaque, la vie politique transparente. On est mal armé. On a bien vu en Angleterre ce qui s'est passé récemment, le type sortait de prison, mais il devait sortir de prison, c'est le droit. Les Anglais, ils rigolent pas avec ça, ils ont raison, c'est le droit. Mais on est mal armé contre le terrorisme. Ce terrorisme qui a été... Il faut remonter aux origines de ce nouveau terrorisme. Il date de la guerre d'Algérie. Il a été légitimé, pour le meilleur et pour le pire, par des intellectuels français, par Sartre et son entourage. Et la démocratie ne s'est jamais remise vraiment de cette légitimation. On ne sait pas quoi faire avec le terrorisme. C'est très compliqué parce que c'est une possibilité, évidemment, de dérive autoritaire. On ne veut pas les avoir et en même temps, on veut protéger les gens contre une révolution politique. C'est pour ça quand vous dites je ne vais pas dans les mosquées, etc. Mais la religion, c'est politique. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir du contact avec les croyants. Il faut savoir ce qui se passe aussi là-dedans et garder le fil du dialogue avec eux. Parce qu'on ne sait pas vers où ça dérive, certaines zones de la religion. Et je pense que les croyants, c'est pas parce qu'on est laïque qu'il ne faut pas parler avec des croyants. C'est délirant, parce que vous ne savez pas vous-même si un jour vous ne le serez pas. Moi, je suis complètement athée, mais je ne sais pas si un jour je ne serai pas croyant. Peut-être que si je suis malade, vous avez peur d'un truc, enfin, je ne sais pas, quelque chose se passe dans votre vie, un drame atroce, vous n'avez plus de consolation, vous allez chercher Dieu. Vous n'en savez rien. Donc, le croyant, c'est un être humain qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'on est laïque. D'ailleurs, j'aimerais rajouter cette information. On a appris récemment que la DGSI a répertorié 150 territoires sous l'emprise de l'islam radical. Oui. Ça a été démenti par la DGSI. Non, ça n'a pas été démenti. Je suis désolée, j'ai relu ce matin. Et en fait, on voit bien qu'il y a, au-delà de la radicalisation dans certains quartiers de banlieue, on voit bien que c'est aussi le cas dans certains endroits où ça se salafise, comme des villages, comme nos gens le retrouvent. Mais je me pose la question, c'est est-ce qu'on ne se retrouve pas avec, à force de ne pas avoir la vraie question, l'interrogation sur un islam en France, on ne transforme pas cette religion comme clandestine, et donc à la clandestinité, on se retrouve avec forcément une certaine forme de radicalisation. Alors c'est pas un problème français, parce que c'est pas qu'un problème français, parce que le problème de la radicalisation, on le trouve au Danemark et on le trouve en Afghanistan. Donc ça n'a rien à voir avec les régimes politiques, parce que le régime afghan et le régime danois, c'est vraiment pas le même. Et ça produit des effets semblables. Non, ce n'est pas les démocraties, le capitalisme, c'est pas ça qui produit l'islam radical. Mais tant qu'on ne donne pas un cadre aux religieux, sinon ça n'arriverait pas. Mais non, il y a quand même des enjeux géopolitiques où on a armé des gens à travers le monde qui ont ensuite perduré. Ça, c'est autre chose. Si on pourrait parler d'Al-Nosra, par exemple, qui ont été nos alliés en Syrie, l'espace d'un instant, qui ont été ensuite récupérés par Daesh, qui sont devenus nos ennemis. C'est des alliances conjoncturelles. Ah oui, mais sauf que ça produit du terrorisme. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien de ce qui se crée idéologiquement. Bien sûr. Oui, mais Philippe, moi je crois qu'au bout de la route, ce qu'on est en train de vivre, c'est on a vécu une transformation politique de notre propre pays, avec des aspirations, même jusqu'à aller pour la France insoumise à un changement constitutionnel, donc des bouleversements profonds. On ne peut pas ignorer le phénomène de la laïcité, et à mon avis, c'est le ciment de base qui va permettre de construire. Après, moi je crois, comme Philippe, qu'il est beaucoup plus important de participer pour mieux comprendre toutes ces religions, de participer en tant qu'élu républicain, en toute laïcité, à des manifestations pour les intégrer et leur dire justement, on peut vivre beaucoup plus en harmonie. Mais chacun, à la limite, chacun sa circonscription. Le mot de la fin, Hugo Bernès. Le mot de la fin. Bon, j'aimerais entendre un autre discours plus largement partagé dans la classe politique sur la question terroriste, en faisant des juridictions d'exception pour eux, en les mettant sur un piédestal, en les mettant à hauteur de nous. Est-ce que c'est pas faire leur jeu quelque part? Est-ce qu'on ne devrait pas traiter ces criminels, ces assassins, comme des criminels et des assassins de droit commun? Je pose le débat, peut-être que ça va en choquer plus d'un que je dis ça, mais à un moment donné, si on les valorise dans leurs actes, si on les met en avant systématiquement, est-ce qu'on ne pense pas faire un petit peu leur jeu politique et servir leurs objectifs politiques? Non, parce qu'ils le font au nom d'une idéologie. On ne peut pas ignorer cela. C'est impossible. On ne luttera pas si on ne lutte pas contre cette idéologie. On ne luttera pas contre le terrorisme.
Merci messieurs, merci à vous deux d'avoir été à nos côtés ce matin. On se retrouve dans quelques minutes pour commenter l'actualité encore avec Philippe Val. À tout de suite.